Bonjour et bienvenue sur Mobility TV pour cette émission entièrement consacrée au salon qui, lui, s'occupe de l'hydrogène. On parle bien sûr du fameux salon à évolution. À mes côtés pour parler de ce salon, mais aussi et évidemment de la tendance et de l'actualité de l'hydrogène en France, nous recevons entre autres Pierre Buchou. Bonjour Pierre. Bonjour Laurence. Vous êtes le directeur du salon à évolution qui va commencer le 1er février prochain, donc dans quelques jours maintenant. Tout à fait. Nous avons également avec nous Philippe Boucly. Bonjour Philippe. Bonjour. Président de l'association France Hydrogène, totalement impliqué dans ces grandes tendances de l'hydrogène en France, évidemment. Lionel Berthuis, directeur mobilité et hydrogène de chez Iliko. Bonjour. Vous allez bien ? Fort bien. Et puis nous avons une femme également, nous serons au moins deux autour de cette table que l'on vous présente aujourd'hui sur Mobility TV. Il s'agit de Géraldine Potel, directrice ressources humaines, autant dire une DRH de chez Hyvia. Bonjour Géraldine. Bonjour Laurence. Un petit mot sur Hyvia ? Alors Hyvia, c'est une société française, co-entreprise, donc avec deux actionnaires majeurs de l'industrie. Renault, constructeur automobile, et Plug, constructeur de piles à combustible et de solutions hydrogène. Et puis Iliko, Lionel, également pour mieux vous découvrir. Nous sommes une plateforme de mobilité hydrogène. Donc, nous proposons de décarboner le transport routier de marchandises en proposant camions et l'hydrogène et puis tracer l'empreinte carbone, puisque quand on veut décarboner, il faut mesurer. Et vous serez évidemment présent, j'imagine, sur le salon à évolution. Pierre, un mot sur ce salon, 1er et 2 février, on est à la porte de Versailles cette année 2023. Grand rendez-vous pour, évidemment, la filière hydrogène. Tout à fait. Alors effectivement, le fait d'être à la porte de Versailles, c'est déjà un changement important aussi. On sera dans un hall de 15 000 m². Mais au-delà de quelques chiffres qu'on peut donner, je pense que ce que vont découvrir les visiteurs, c'est qu'avec 400 exposants, donc ça sera le plus gros salon en Europe pour cette année 2023. Et les visiteurs vont découvrir aussi une effervescence autour de l'ensemble des solutions qui sont proposées. Donc Lionel en parlait sur les enjeux de décarbonation. Plus largement, d'être au cœur des changements qui concernent les systèmes énergétiques. On le voit tous les jours aujourd'hui dans l'actualité. Il y a de gros enjeux, je pense que Philippe pourra en reparler aussi. Et ce salon s'inscrit pleinement au cœur de ces changements et apporte toute sa contribution, donc avec cette présence d'exposants, avec des contenus et avec toute une série d'animations. Alors, il y a évidemment un salon professionnel qui est ouvert au grand public ? Alors, c'est un salon professionnel, donc il a surtout vocation à apporter des réponses dans le cadre des activités professionnelles et aussi bien Géraldine que Lionel pourront en parler. Donc on est sur un public, on a destination d'un public professionnel. En un an déjà, puisque l'année dernière, effectivement, il y a eu déjà un salon qui était plutôt au mois de mai, non ? Voilà, alors on a eu ces derniers temps quelques soucis de calendrier, puisqu'il a fallu reporter une édition, adapter l'agenda un peu au rythme des aléas du Covid. Donc là, ça y est, nous reprenons notre positionnement en début d'année, salon numéro 1 dans le calendrier et numéro 1 sur le marché. Pierre Boucly, vous êtes président de l'association France Hydrogène. Il y a de grosses évolutions qui sont là. Ça y est, on est dans le mouvement. Alors, ça a commencé il y a déjà plusieurs années, mais particulièrement depuis ces 3 dernières années, on sent que l'hydrogène est en train de, plus que de prendre une place, on chamboule le monde de la mobilité. Oui, les planètes s'alignent progressivement. Alors, ça a commencé par d'abord avoir une stratégie, avoir un cadre général, à la fois au niveau français et puis au niveau européen. Et plus qu'une stratégie, on a des atouts. Je voudrais insister là-dessus. Qui sont ? Alors, tout d'abord, la Commission européenne a autorisé... Les technologies de l'hydrogène doivent être soutenues par les États, soutenues financièrement. Et tout ça rentre dans les règles de l'OMC, donc il faut l'autorisation de Bruxelles. Bruxelles a admis que les États aident un certain nombre de leurs champions. C'est le cas pour les fabricants d'électrolyseurs, c'est le cas pour les fabricants de piles à combustible, également les fabricants fabricants de véhicules comme Hyvia. Également les fabricants de réservoirs pour hydrogène. Donc c'est un premier élément. Autre atout que nous avons, je dirais, en Europe, c'est que vous avez eu récemment un rapport de l'Office européen des brevets qui montre que l'Europe est en tête en termes de brevets, avec 28% des brevets au niveau mondial.
Numéro 2, le Japon, 24%. Numéro 3, les États-Unis, 20%. Et dans ces 24%, la France a un peu moins du quart de ses brevets, donc dans ces 28%. Pardon. Donc, bien placé de ce côté-là. Troisièmement, la dynamique France Hydrogène a fait en 2022 un complément d'études à l'étude qui avait été publiée en 2021 sur les projets qui existent en France. Plus de 250 projets, plus de 1 million de tonnes à l'horizon 2030. 1 million de tonnes d'hydrogène et 1 million de tonnes d'hydrogène. Sachant qu'on calcule l'hydrogène au kilo, voilà, de green hydrogène. Voilà, d'hydrogène propre, plus d'1 million de tonnes. Et là-dedans, une partie intéressante pour la mobilité, on est à peu près à 260 000 tonnes d'hydrogène. Dans ces 1 million de tonnes, il y a à peu près le quart qui est pour la mobilité. Et on aurait, selon la collecte de projets qui était faite, à peu près 225 stations qui seraient déjà installées en 2025. En France. En France. Ce qui est déjà énorme, parce qu'aujourd'hui, on en est à combien ? On est à une cinquantaine à peu près. Voilà, c'est ça. Donc le gap est incroyable. Et il faut continuer parce qu'en fait, on a aussi en cours, et on va en parler justement à Evolution, on va le présenter à Evolution, une étude de l'infrastructure optimale pour à la fois alimenter les camions et les véhicules utilitaires légers. De l'ordre de 1000, il faudrait avoir à peu près 1000 stations à l'horizon 2030. Et ça serait assez bien pour desservir la flotte qui existera à cette époque-là. D'ailleurs, Géraldine, on en parle, parce qu'on parle de camions avec vous, Lionel, et aussi avec vous d'utilitaires. Pour l'instant, même s'il y a 3-4 constructeurs qu'on peut nommer, Hyundai, Toyota, BM qui commence aussi à sortir sa voiture, entre autres, Renault qui commence aussi à faire des choses, mais on est avant tout sur du véhicule utilitaire, du véhicule qui va aller vers la mobilité, pas pour monsieur tout le monde, pas encore. Effectivement, l'hydrogène en fait permet d'apporter un peu plus d'autonomie à des véhicules électriques. Enfin, en tout cas, c'est la technicité des véhicules qu'on fabrique chez Hyvia. Et les composants de ce véhicule sont encore volumineux et donc à handicap un véhicule particulier. Donc pour l'instant, c'est plutôt un usage professionnel, avec des usages intensifs. Vous qui êtes directrice ressources humaines de chez Hyvia, on a vu aussi exploser les demandes en termes de main-d'œuvre, ou tout du moins de professionnels de l'hydrogène. Je crois que le chiffre, c'était qu'en juin, en 2021, vous aviez un recrutement, et là, vous êtes passé à plus de 100 recrutements. En 2021, il y avait notre CEO, David Holderbach. Voilà. Et, voilà. Aujourd'hui, nous sommes 101. Et puis on continue à recruter. Donc on a effectivement beaucoup recruté en 2022. On va continuer en 2023. Et les talents qu'on souhaite intégrer, c'est des gens qui viennent à la fois de l'automobile, mais également de l'hydrogène, enfin une technique hydrogène, mais d'autres métiers qui sont aussi des métiers en tension, sur le digital, puisque la donnée est très importante, sur des sujets de sécurité, d'homologation en fait des véhicules et beaucoup de métiers divers. Et puis des métiers qui seront aussi des métiers de réparation, puisque ces moteurs à hydrogène, il y a un moment ou un autre, on les réparera. Lionel, et je sais que vous avez monté une académie. Un mot sur Illico, vous êtes essentiellement sur du gros poids lourd, enfin tout du moins du véhicule lourd. Oui, tout à fait. Nous avons comme marché cible les utilisateurs de poids lourds, particulièrement les transports routiers et tout ce qui va toucher aux bâtiments et aux TP qui utilisent des poids lourds. Et nous avons comme spécificité, c'est que dans notre plateforme, on amène à la fois le véhicule, donc on va assembler les premiers véhicules, on amène le financement, on amène la maintenance, donc la réparation, et puis on amène la molécule d'hydrogène, puisqu'on a aussi une partie production-distribution d'hydrogène, pour proposer et accélérer l'adoption de l'hydrogène vert. Au kilomètre, à l'usage, pour que nos clients puissent transformer leur flotte. On rappelle ce qu'est l'hydrogène vert par rapport au gris, par exemple, ou au noir Alors, il y a plusieurs définitions pour faire de manière synthétique. Tout ce qui va toucher le gris, c'est produit avec des énergies fossiles. Aujourd'hui, du charbon. Tout ce qui est pétrole, c'est majoritairement, c'est 95% aujourd'hui. Demain, ça va s'inverser, mais Philippe a plus de chiffres sur cette partie-là.
quand on parle d'hydrogène vert et quand on essaye de rendre accessible cette terminologie, on pense à une production avec des énergies renouvelables. Et puis vous avez une troisième terminologie qui arrive, qui est la notion de bas carbone, puisque vous allez avoir des fois des usages avec de l'électricité produite par les centrales nucléaires, qui est aussi dans les approches avec France Hydrogène. En tout cas, nous, on a fait un choix un petit peu différent. Ouais. On parlait d'électrolyseurs. Nous, on va produire à partir de résidus de biomasse. Donc, on est sur du green, du vert. Sur le clin d'œil marketing, on va même parler de super vert. Donc, c'est vraiment le clin d'œil. C'est simplement pour dire qu'on fait un choix de produire localement et de le distribuer sur place, Très bien. notre hydrogène. Mais donc, du coup, vous faites vos propres stations également Tout à fait. à hydrogène. Enfin, Tout à fait. On a un projet très ambitieux, mais on rencontre un fort succès sur le marché. On a une demande qui dépasse toutes nos prévisions. c'est-à-dire, concrètement C'est-à-dire qu'on imaginait démarrer tout doucement avec une centaine de lettres d'intention. On est à plus de 3,5 fois aujourd'hui. Alors nous, on raisonne en nombre de camions. C'est-à-dire qu'il y a des gros groupes qui... Tout à fait. Nos 3 premiers clients sont des grands groupes. Le premier, ça a été Saint-Gobain, avec sa filiale Point P, qui clairement veut accélérer la décarbonation de sa flotte et a dit qu'il était intéressé par la solution à hélico. Le deuxième client, c'est les transports Bear&New, un transporteur qui a 1250 véhicules moteurs dans la Drôme. Et puis le troisième, qui nous a signé une lettre d'intention assez forte et avec qui on vient de passer les premiers contrats. Parce que ça, c'est très important. Saint-Gobain et Berthaud, on a les premiers contrats. C'est plus de 200 véhicules avec le groupe Berthaud. C'est leur flotte existante qui va être rétrofitée en motorisation hydrogène, enfin avec les piles, ou est-ce que ce sont de nouveaux véhicules? Alors, c'est d'abord du rétrofit. Très bien. On veut accélérer l'adoption. On est dans un écosystème, on est dans une filière naissante. Et pour faciliter l'arrivée sur le marché, on va utiliser le rétrofit et donc transformer des véhicules diesel en véhicules hydrogène. D'ailleurs, évidemment, et ça nous ramène sur la formation, tout du moins, et sur les nouveaux emplois de cette filière hydrogène. Vous avez monté une académie de réparation du camion hydrogène, et on comprend mieux pourquoi maintenant, vu les besoins. Alors, oui, puisque nous, on doit entretenir nos véhicules sur la partie hydrogène. Le véhicule châssis restera dans les ateliers classiques. On a décidé qu'avec nos réparateurs agréés, leur apporter le savoir-faire et l'information sur la partie pile à combustible, sur la partie powertrain, tout le moteur, tout ce qui touche à l'hydrogène. Donc c'est une des annonces majeures qu'on fera sur Evolution. Et d'ailleurs, Evolution, c'est aussi ça, Pierre. C'est-à-dire que vous qui êtes le directeur du salon Evolution, Pierre Buchou, il y a ce gros complexe de la forme, enfin pas complexe, pardon, mais pas complexe dans le sens négatif, mais grande structure et grande proposition du métier et de la formation. Clairement, la vocation du salon, c'est d'accompagner la filière, d'être un accélérateur de son développement. La question des compétences est clairement aujourd'hui au cœur de ces sujets de développement. Les chiffres que donnait Delphine tout à l'heure l'illustrent bien. Géraldine. Et je pense que si Lionel donnait des chiffres, on serait dans les mêmes volumes. Donc on aura un campus emploi-formation organisé avec un partenaire. L'objectif, c'est que soit s'il y a des besoins de recrutement, s'il y a des besoins de formation continue, s'il y a donc des recherches de compétences par des recrutements ou de la formation continue, les réponses pourront être données sur ce campus. Donc c'est pour nous un outil important d'animation et d'accompagnement de la filière. Philippe Boucli, quand on parle ici sur Mobility TV avec vous, nos 4 invités, de cette filière hydrogène qui a l'air d'avancer très vite, très fort, on a vraiment la sensation que c'est quelque chose, évidemment, sur lequel on va compter dès aujourd'hui, mais aussi dès demain, mais que les portes sont grandes ouvertes. Est-ce que ça semble aussi facile ou est-ce qu'il y a quelques freins au développement de la filière hydrogène en France et en Europe, et pourquoi pas dans le monde? Il y a quelques freins, je vais y revenir, mais sur la question des compétences, je voudrais dire que dans le cadre du salon Evolution, on va signer également une convention avec ADECO. France Hydrogène est le pilote d'un consortium qui va travailler au projet DEFI. Alors DEFI, ça se termine par HY, toujours évidemment, pour justement identifier les formations et voir quels sont les trous dans la raquette et voir comment les compléter, compléter le dispositif de façon à avoir la main-d'œuvre qualifiée nécessaire le moment venu. Alors, les freins, il ne faut pas se voiler la face, il y a des freins.
Les freins, c'est surtout, je dirais, des lenteurs et des complexités. Plutôt administratif et politique ou... C'est essentiellement politique. Ok. C'est-à-dire que vous avez des... on est en Europe, donc il faut se mettre d'accord à 27. Les prises de décision à Bruxelles sont parfois un peu lentes, des divergences de vues entre certains États, notamment, enfin c'est pas la peine non plus de se cacher derrière son petit doigt, ce que disait Lionel tout à l'heure, entre l'hydrogène qui est produit par de l'électricité renouvelable ou par tout moyen renouvelable, et puis l'hydrogène qui est produit avec de l'électricité bas carbone, c'est-à-dire nucléaire. Il n'y a pas toujours une grande entente au niveau européen. Mais enfin, les choses s'améliorent et donc on attend des textes au niveau européen. La présidence tchèque a fait un travail formidable, mais n'a pas réussi à conclure en décembre. Donc là, on compte sur la présidence suédoise pour faire avancer ces textes. Maintenant, c'est au niveau de, je dirais, de trilogue. Enfin, on va rentrer dans la mécanique européenne, quoi. Donc c'est des trilogues, des discussions, des négociations à mener entre le Parlement, la Commission et les conseils des ministres. Et donc, il faut se mettre d'accord sur des choses aussi simples que qu'est-ce que c'est que de l'hydrogène vertueux, on va dire, propre. Et puis, si on le produit à partir d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, dans quelles conditions? Est-ce que l'électricité, l'électron qui va faire votre hydrogène, est-ce qu'il devra être produit instantanément ou est-ce qu'on peut se permettre qu'il soit produit une semaine avant, 3 mois avant bon. Et pourtant, l'hydrogène, enfin, c'est pas nouveau. Enfin, Ariane, c'est une fusée à hydrogène, par exemple. C'est pas nouveau. Et pourtant, on a quand même la sensation, est-ce que c'est une histoire de coût, de prix, que ça prend du temps à s'installer? Est-ce que c'est aussi une sorte de... Jusqu'à présent, les technologies de l'hydrogène étaient quand même dans des secteurs où, je ne dis pas que l'argent compte pas, mais disons, ce n'est pas le facteur majeur. C'est l'aérospatial et la défense. Donc, dans ces domaines-là, les piles à combustible, je ne sais plus si c'est Apollo, enfin les programmes de fusée il y a 50 ans emmenaient déjà des piles à combustible. Dans les sous-marins nucléaires, vous avez des électrolyseurs. Mais maintenant, il s'agit de démocratiser, je dirais, et donc il faut changer d'échelle, et c'est ça qui est important. D'où ce que je disais tout à l'heure sur les champions, être capable de produire en grande série des piles à combustible, des véhicules utilitaires légers, des camions. Enfin, on a actuellement, pour donner des ordres de grandeur, on a actuellement 400 véhicules à hydrogène qui roulent en France. Ouais. On vise 450 000 à l'horizon 2030. Oui. Dans 7 ans. C'est bien. Donc, on aime bien. Il y a du travail. On n'a toujours pas de pétrole en France, mais on a toujours de très très bonnes idées. Oui, pardon. Mais alors en France, mais si on ne le fait pas, d'autres vont le faire à notre place. Les États-Unis sont en train de pousser d'ailleurs. Hein, oui, il ne faut pas... Géraldine a l'air d'être d'accord avec moi. Il y a une montée en force des États-Unis tout de même. Il y a une montée en force, mais de toute façon, ils ont toujours été là. Ils n'étaient peut-être pas très... ils ne parlaient peut-être pas assez, mais ils étaient là, ils travaillaient. Là, c'est effectivement ce que Joe Biden a signé au mois d'août dernier, l'IRA, l'Inflation Reduction Act. Il ne faut pas surestimer. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'il y a un grand chimiste qui s'appelle Chemours. C'est un spin-off du Pont de Nemours. Oui. Qui fait des membranes, et il produit jusqu'à présent aux États-Unis. Il décide de sortir des États-Unis et de produire ailleurs. Où est-ce qu'il s'installe? Dans l'Oise. 200 millions d'euros. Bon. Donc, j'entends les craintes que les industries vont aller aux États-Unis, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un Américain qui vient produire en France. Donc, Géraldine. Ivia s'appuie sur la technologie américaine de plug sur la pile à combustible et on a, nous, formé nos opérateurs, on les a envoyés aux États-Unis, chez Plug, donc notre actionnaire, se former pour installer des piles à combustible, fabriquer des piles à combustible dans une usine à Flins. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, Géraldine, est-ce qu'on a les bons profils? Parce qu'on a une demande très forte dans cette filière de l'hydrogène. On voit bien que ça monte en puissance. Est-ce qu'il y a des bons profils prêts aujourd'hui ou est-ce qu'il va y avoir besoin d'un temps de formation? Vous devez le vivre, vous, chez... Il y a des deux. Il y a des profils qui sont prêts sur des métiers traditionnels, parce qu'on a malgré tout besoin des métiers traditionnels. Un opérateur d'assemblage, ça reste un opérateur. Et après, il faut aller chercher la spécificité qui est liée à la manipulation de l'hydrogène. Ce n'est pas très, très compliqué. Sur de l'assemblage. Après, quand on est sur le développement, oui, il faut des ingénieurs un peu plus spécialisés. Il y a 2 ans, France Hydrogène a fait une étude des métiers qui impliquent l'hydrogène. Il y en a plus de 80. Là-dedans, on a identifié 17 projets qui sont déjà en tension.
Mais ces projets, ils sont en tension même pas du fait de l'hydrogène. C'est tout ce qui est chaudronnier, serrurier, soudeur, donc les métiers de la métallurgie, je dirais. Tout ce qui est agent de maintenance, l'entretien des camions, l'entretien... Bon, et puis tout ce qui est chef de projet. Donc ces métiers, et je dirais, ça manque déjà pour le reste de l'économie. Et en plus, il faut les colorer à l'hydrogène. Pierre Buchou, directeur du salon Evolution, qui commence donc le premier, qui dure 2 jours à la porte de Versailles. On a des chiffres également un peu conséquents sur tous les besoins qu'on va avoir en termes de formation, d'êtres humains, Alors, effectivement, professionnels. si on s'appuie sur les travaux qui ont été menés par France Hydrogène, on chiffre les besoins en recrutement à plus de 100 000 personnes, je pense, à horizon 2030. C'est très bien, ça. Voilà, donc c'est un gros enjeu. En fait, ce qui est intéressant au travers de cette filière, c'est que vous posiez tout à l'heure la question de dire bon, qu'est-ce qui fait que ça peut avancer, que ça peut bouger. On a bien cet enjeu de la décarbonation de l'économie, décarbonation de la mobilité, décarbonation de l'industrie. Lionel en parlait, ses clients, ce sont des acteurs qui ont besoin de décarboner. C'est ce type de porteurs de projets qu'on voit aujourd'hui sur le salon et qui viennent à la rencontre des exposants. Et ensuite, on enchaîne à la fois le sujet production d'hydrogène décarboné et l'autre triptyque, c'est la partie création d'activités, création d'emplois, avec cette création d'emplois ou évolution aussi des compétences. Donc, on a là une triptyque, je dirais, assez vertueux entre ce qui est la décarbonation, mobilité, industrie, réseau énergétique, la production d'hydrogène et la création d'activités d'emploi. C'est cette dynamique-là en fait, qu'on retrouve sur le salon et qui fait se croiser aussi des acteurs d'origine différentes, avec des besoins différents, mais avec toujours à la clé des projets qui parlent d'hydrogène. Ça, c'est forcément le point commun. On peut dire que le salon Evolution, c'est un accélérateur de cette filière, clairement, vraiment. Clairement. Là, on est sur des progressions de 30%, de plus de 30% par an du nombre d'exposants. On est quasiment sur les mêmes tendances en nombre de visiteurs. Alors, je n'anticipe pas sur ce que sera la tendance pour les 1er de février, mais on a des signaux encourageants sur la participation des visiteurs. Donc oui, on a clairement cette dimension accélération aussi dans la dimension internationale avec la présence de visiteurs, de délégations, de stands internationaux aussi dans un certain nombre de pays. Ça, c'est l'autre point sur lequel nous, on tient beaucoup à accompagner aussi le développement des entreprises et à positionner la France dans un concert mondial. Il y a aujourd'hui plus de 100 pays qui ont élaboré des feuilles de route hydrogène. Donc c'est aussi cette place-là que la France doit avoir. Et le salon espère apporter toute sa contribution en ce sens-là. J'imagine également que la crise du carburant, du pétrole, l'Ukraine, tout ce qui se passe, peut accélérer aussi. Complètement. Complètement. Aujourd'hui. Lionel Berthuis, directeur mobilité et hydrogène de chez Illico. Complètement. Le contexte international, en tout cas quand on ramène ça côté mobilité et mobilité lourde, on regarde ce qui se passe, c'est que l'on arrive avec des solutions en disant qu'on peut décarboner et qu'on va produire en France, qu'on va produire localement, distribuer localement. Eh bien, on a une oreille encore plus attentive parce que je crois qu'on ne le dit pas assez en France. On a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à décarboner, mais qui ne savent pas comment y arriver. Avec une filière naissante comme l'hydrogène particulièrement. Donc il y a un effort de pédagogie à faire, mais c'est aller identifier les bonnes volontés dans les entreprises. Et le fait de cette crise énergétique a fortement accéléré. Alors après, il y a d'autres accélérateurs, hein, les zones à faible émission pour parler de mobilité, hein, ces fameuses ZFE, zones où ZFE, où on ne pourra pas rentrer. 11-12 communautés aujourd'hui et 45 à l'origine. Exactement, 45 à l'horizon, où on ne peut rentrer qu'avec, à terme, des véhicules dits zéro émission. Et donc le zéro émission, c'est les véhicules électriques batteries, pour résumer, et c'est le véhicule hydrogène. D'accord. Donc ça, c'est l'autre accélérateur, mais le contexte international, lui, donnait une lumière particulière. Un mot de la fin, tous les quatre, pour ce salon Evolution, et puis sur ce que vous ressentez de l'hydrogène. Géraldine, on va commencer par les femmes, un peu d'élégance. C'est gentil. Le salon Evolution, pour nous, pour Ivia, c'est une formidable opportunité de se faire connaître, de rencontrer aussi, de créer encore plus de partenariats. On en a déjà un peu, mais en tout cas, moi, j'y vais pour ça.
Et votre contact au niveau du grand public prochainement, ça sera une étape future? Du grand public. Oui, c'est-à-dire le public de tous les jours qui peut-être un jour aura Mais sa c'est voiture. sur d'autres salons. Après, il y a le mondial de l'automobile. Là, c'est le grand public. Mais là, l'objet, c'est vraiment de rencontrer des professionnels. Les professionnels. Ou des gens en recherche d'emploi dans ce secteur ou qui veulent travailler pour la transition énergétique. Philippe Boucli? Evolution, le salon Evolution, c'est vraiment un grand moment. Moi, je visite toujours ça avec plaisir. On découvre tous les jours. C'est incroyable, ce monde de l'hydrogène. Et il faut voir que derrière tout ça, il y a quand même un énorme enjeu de réindustrialisation. C'est-à-dire que nous bougeons, sur le territoire. peut-être pas suffisamment vite, mais nous bougeons. Mais les autres bougent aussi. Et par exemple, les Allemands qui ne vont plus avoir de gaz russe mettent vraiment les bouchées doubles pour avoir de l'hydrogène. Et donc, ça va développer les technologies d'hydrogène. Vous citiez les Américains. Donc, derrière ça, il y a un fort... Il y a une réindustrialisation qui est en train de... Et on est bien placé, on a les talents, il faut continuer à les préparer par les compétences. On a l'innovation. Mais il faut continuer et accélérer. Lionel Berthuis? Alors nous, le Salon Évolution, on a une affection particulière puisque ce sera la 3e fois que nous allons sur le salon et on a eu le plaisir d'annoncer le lancement d'Helico en octobre 2021. Et là, en février, donc le 1er février, on va montrer des choses très concrètes puisqu'on va faire une présentation en avant-première du premier tracteur hydrogène poids lourd, 44 tonnes sur le salon. Donc, quelle marque? La marque Helico Trucks. Ah, la vôtre. La On nôtre. adore. Un rétrofit fait par les équipes d'Helico. Bravo. Et puis l'implantation de notre pôle d'excellence hydrogène, où on va retrouver une station de production, distribution d'hydrogène, et puis toute l'infrastructure pour former les techniciens. Tout ça au sud de Paris. Donc venez nous voir sur notre stand. Pour vous, ça gaze. Il y avait des talents en France. Ouais, ça gaze bien. Le mot de la fin au patron du salon c'est aussi Evolution. la nouveauté du Evolution Summit. Donc ça, c'est l'innovation, si je puis dire, de cette édition 2023. L'objectif, c'est que dans le contexte justement à la fois des stratégies nationales, internationales, de ce contexte géopolitique et de l'ampleur aussi des changements à mettre en œuvre pour répondre aux défis du changement climatique, l'importance de créer un dialogue entre les décideurs économiques, les décideurs politiques, les porteurs de projets, voilà, que toute cette dynamique puisse prendre donner la bonne impulsion, trouver le bon souffle. Donc, première édition du Evolution Summit à cette occasion-là. Et on vous attend dans tous les cas, nombreux sur le salon. 1er et 2 février. 1er et 2 février, Porte de Versailles, Salon Hall 6. Professionnel, et on peut aller sur le site du salon pour demander son badge. Je l'ai fait, c'est très simple. Merci beaucoup à Pierre Buchou, directeur du salon Evolution. Merci également à monsieur Philippe Boucli, président de l'association France Hydrogène. Nous avions également Lionel Berthuis, directeur mobilité hydrogène Helico. Merci d'avoir été avec nous. Et Géraldine Potel, directrice relations humaine, la DRH de Ivia, qui est une co-entreprise avec Renault et Plug of Power. Merci à tous d'avoir suivi ce rendez-vous sur Mobility TV. Évidemment, les programmes continuent et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement.